Bonjour. Petit message d'espoir ce matin pour dire aux nôtres, n'est-ce pas, de ne rien lâcher. De la terre de nos ancêtres, tu portes la voix pour la culture, la vérité et la foi. Dans l'écume du désert, tu as bravé la tempête, traversant l'Algérie, le Maroc, en quête, les étoiles te guidaient dans la nuit étoilée pour retrouver Ça fait partie de mes œuvres, ça. De la marque de luxe Le Cori, d'une sœur camerounaise, artiste, une créatrice qui est dans le domaine de la mode. Et vous voyez tout le travail artistique derrière, c'est son œuvre. Et moi, le travail historique, avec les noms des plus grandes personnalités du monde noir, les grandes personnalités également du monde noir, masculin et féminin, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est pour les femmes avec la couronne. Hein? Ça fait partie toujours de mon travail, ça. Roberti, le Camille, tu es notre espoir. Dans la lutte pour la vérité, tu ne cesses d'y croire. Avec la sagesse des ancêtres, tu marches en avant. Pour la culture spirituelle, tu es notre chant. De l'exil à la lumière, tu es un phare dans l'obscurité. Tu es le rêve qui éclaire, nous sommes avec toi, porteurs de ta voix. Message d'espoir. Message d'espoir. Message d'espoir. Pour toujours nous croyons dans le chant de la liberté. Tu es notre héros. Pour la culture ancestrale, tu es le porte-drapeau. Il faut savoir que ces moments de silence, ce moment d'introspection, ce moment d'introspection, ce moment il faut savoir que ce moment d'introspection, ce moment de calme, d'observation du président Issa Chiroma Bakari est un moment précieux, un moment important, puisque nous sommes à un tournant, n'est-ce pas, important de notre histoire. Le président Chiroma est en train de travailler avec toute son équipe. Le président Chiroma va nommer son gouvernement. Le président Chiroma, n'est-ce pas, va frapper fort. Et le message que je veux juste passer ce matin est un message d'espoir pour dire à mes frères de combat, à mes Amazones, de ne rien lâcher parce que le meilleur reste à venir. L'homme de la situation s'appelle Issa Chiroma Bakari et il a la solution. Tout dépendra maintenant du peuple camerounais. Tout dépendra si le peuple camerounais veut vraiment se libérer. Il y a eu beaucoup de sang ces derniers temps. Et au bout d'un moment, la solution a été simplement de faire en sorte que ces jeunes-là ne se fassent plus kilomètres inutilement dans nos rues. On a cru jusqu'à la dernière minute que quelque chose allait se passer par rapport à ce qui avait été prévu. Là, il y a une reconfiguration, n'est-ce pas, des schémas politiques, des stratégies. L'actualité politique nous impose d'observer, n'est-ce pas, des moments de concentration où on se fait un peu oublier. Et maintenant, quand on relance, c'est-à-dire que dès qu'on réapparaît sur la scène politique, c'est pour frapper fort. Donc le président Chiroma est en train de travailler.
le président Issa Chiroma va prêter serment. Comme vous avez vu, ça s'est passé en Gambie avec le président Adama Barrow. Adama Barrow, hein, président en Gambie, c'est un ancien, c'est un collègue. Voilà, c'est un agent de sécurité comme moi. Donc, moquez-vous bien des agents de sécurité. Oh, si Kadi Bertrand fait le Thomas en Kono. Quelqu'un gagne son argent, il travaille honnêtement, ça dérange les gens. Oh, si Kadi est un agent de sécurité. Adama Barrow gagne les élections dans les urnes contre le dictateur qui a fait, Yahya Jammeh, qui a fait 23 ans au pouvoir et qui n'a pas construit la Gambie. Il s'impose. Il dit j'ai gagné. Il a fait le même spectacle que vous avez vu Paul Biya faire l'autre jour. Il a prêté serment. Tout le monde a fait la fête. Ils ont cassé des champagnes. Ils étaient contents. Après 23 ans de règne, il a détruit le pays. Il a détruit le pays. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, bonjour Michael Demi, Christophe Aladem, bonjour. Hein? Au bout d'un moment, quand il va se rendre compte que le président en place ne veut pas lâcher le pouvoir, il va donc déclencher la phase maintenant diplomatique avec la CEDEAO, l'Union africaine, les organisations, les grandes chancelleries occidentales et tout le reste. Et c'est exactement ce travail que Issa Chiroma Bakary est en train de faire. Adama Barrow va aller au Sénégal, puisque c'est le même pays de toute façon. C'est juste un Sénégal qui parle français et un Sénégal qui parle anglais. Adama Barrow va se rendre à Dakar, à l'ambassade de Gambie à Dakar. Et là-bas, il va prêter serment. Et il va partir de Gambie. Quand il va descendre, quand il va partir de l'ambassade là-bas du Sénégal, quand il va descendre à l'aéroport de Banjul, la capitale de la Gambie, ça sera pour aller prendre le pouvoir. Entre-temps, le dictateur Yahya Jammeh va fuir le pays pour aller se réfugier où? En Guinée équatoriale. Bonjour, Haïti chérie. Fierté du peuple noir. Partout où je vois les Haïtiens, j'adore les prendre dans mes bras. Quel peuple? Haïti. Donc, Adama Barrow va prendre le pouvoir et Yahya Jammeh, l'ancien président, va fuir, se retrouver en exil en Guinée équatoriale. Il sera accueilli par Théodore Obiangema Mbazoa. Et entre-temps, on aura fait inutilement couler le sang des Gambiens. Et derrière ça, les Occidentaux sont là, observent. Ils font semblant de ne pas voir ce qui se passe. C'est ce que j'expliquais sur le plateau de la nouvelle chaîne africaine l'autre jour. Ils font semblant de ne pas voir. Et entre-temps, ils sont en train de casser des champagnes. Et le peuple africain est toujours naïf. Le peuple africain tombe dans les mêmes pièges, même des siècles après. On n'apprend pas de notre passé, on n'apprend pas de nos erreurs. C'est exactement ce que Paul Biya est en train de faire. Il a prêté serment. Après 43 ans de règne, c'est reparti pour 7 ans. C'est l'un des rares pays au monde où le mandat est de 7 ans. Partout dans le monde, on est passé à 5 ans. Biya est resté à 7 ans. Partout, c'est le quinquennat renouvelable une seule fois. Il y a même d'autres pays comme le Ghana, c'est 4 ans renouvelable une seule fois, tu t'en vas. Aux États-Unis, c'est 4 ans renouvelable une seule fois, tu t'en vas. Biya, c'est 7 ans. Mais 43 ans à ne rien faire. 43 ans à détruire tout le peu qui restait du peuple camerounais. Alors, quand on regarde la dictature en Guinée équatoriale, le président est en Guinée équatoriale, il est au pouvoir depuis 46 ans. Il a renversé son oncle Ignacio Nguema. En 1979, il a pris le pays. Les Équato-Guinéens à l'époque même voulaient se rallier pour être une province du Cameroun. Les Équato-Guinéens suppliaient, ils venaient laver des habits au Cameroun. Les Équato-Guinéens étaient mendiants dans les rues au Cameroun. Pour avoir à manger chez eux, c'est l'État du Cameroun, le gouvernement, qui facilitait l'arrivée des vivres en Guinée équatoriale. 46 ans plus tard,
Les Camerounais aujourd'hui sont chassés de la Guinée équatoriale. On n'a pas appris de nos erreurs. Biya a prêté serment, il est content. Biya prête serment, il est content. Et donc, il a fait couler encore une fois le sang des Camerounais pour rester au pouvoir. Voilà comment ça se passe chez nous. Et vous avez des jeunes qui font sa promotion. Il y a des jeunes qui dansent, qui chantent avec lui. Et l'histoire se répète partout. Ça se répète sous nos yeux. Les gens sont contents. J'ai vu des Camerounais dont je ne pouvais même pas imaginer être aussi bas, être de cette bassesse, d'être aussi méchant. Dire qu'on a cassé les boutiques. Oh, on a brûlé. Oh, on a fait ceci. Mais dès que tu dis que, mais commence d'abord par dire que Biya a killé les jeunes dans les rues, les jeunes qui manifestaient sans armes. Biya a mis la balle dans la tête, a envoyé sa soldatesque dans les rues, sa milice tribale Boulou, tirer sur ces jeunes. Ils sont incapables d'ouvrir leur bouche pour le dire. Je vois des gens. Je vois des gens qui tiennent des discours. Paul Biya est le meilleur. Des gens qui sont des beaux ailleurs. Paul Biya est le meilleur. Samuel Eto'o, l'enfant de Dieu. Brenda Biya, l'enfant de Dieu. Elle a pris l'autre jour 70 millions. Jet privé, aller simple. Avec ses deux copines à côté pour venir à la cérémonie d'investiture de son père. Elle était là, elle fêtait, elle était protégée par Ferdinand Ngongo. 70 millions de francs CFA, ça peut acheter combien de couveuses? 70 millions de francs CFA, ça peut construire combien d'écoles? 70 millions de CFA, ça peut faire au moins une trentaine de puits, de forages pour les populations. Mais elle a pris ça, elle a pris ses deux copines, ses deux épouses, puisqu'elle est polygame. Elle est venue au Cameroun avec nous narguer, encore une fois. Et les Camerounais qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, sont assis sur les réseaux sociaux en disant les Bamileke, on va vous montrer. Les nordistes, là, on va vous montrer. Oh, les Bamileke et les nordistes, c'est-à-dire les moutons et les porcs, se sont mis ensemble pour détruire le Cameroun, pour brûler le Cameroun. Ils sont contents. Et entre-temps, maintenant, les Occidentaux se servent de la position fragile de Paul Biya pour renégocier maintenant au niveau économique. Ils ont donc leur multinationale. Ils disent à Biya, ok, tu sais très bien que tu as perdu, mais tu as pris le pouvoir par la force. On va essayer de couvrir tous tes dégâts. Tu as tué les gens, on est d'accord. Tu as liquidé plein de monde, tu as mis des gens en prison. Ok, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que donne-nous encore un peu plus de contrats. Il y a le bauxite quelque part là-bas, il y a la bauxite, il y a du bois précieux, il y a ci, il y a ça. Bon, nos entreprises sont là et nos entreprises ont besoin des matières premières pour fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue à l'hypocrisie comme les Américains qui ont dit oui, on félicite les élections d'un côté en Côte d'Ivoire et de l'autre côté, on félicite plutôt les investitures. Ils sont dans leur double langage diplomatique. Ils essayent d'équilibrer les choses le moment venu pour gagner leur contrat. Parce que ce qui les intéresse, les Occidentaux en Afrique depuis la nuit des temps, ainsi que les Arabes en Afrique depuis la nuit des temps, c'est obtenir des terres. Comme on est en train de faire la guerre dans le nord de l'Afrique, on a perdu un tiers du continent africain, occupé par des Arabes. Aujourd'hui, le nord du Tchad, le nord du Niger, le nord du Mali, le nord de la Mauritanie, tous ces pays-là sont violemment attaqués. Comme vous avez vu au Soudan, ils sont en train d'occuper progressivement nos espaces de terre, en train d'exploiter les richesses, en train de chasser tout le peuple noir vers le fond. Si nous ne nous battons pas pour notre dignité, nous ne pouvons pas nous battre pour réserver nos terres aux générations futures. Nous allons soit nous retrouver tous vers le bas, vers le fond, loin vers l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, pendant que tout le grand nord, le centre et le nord de l'Afrique sera occupé. Soit on va se retrouver comme mendiants, n'est-ce pas, dans tous les pays du monde entier où on va aller s'asseoir pour mendier. Si tu veux la dignité pour ton peuple, tes enfants ne se retrouvent pas mendiants au Maroc. Si tu veux être respecté, tes enfants ne se trouvent pas mendiants en Algérie. Si tu veux être respecté, tu ne laisses pas tes enfants quitter le Congo, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal et tout ça pour devenir des mendiants dans les rues de Tunisie. Si tu veux la dignité pour ton peuple, tu ne fais pas cela. Tu fais retourner tes enfants chez toi. Tu construis les écoles, tu construis des routes. On a toutes les richesses pour le faire. Mais on laisse nos enfants devenir des mendiants partout, comme on voit des mendiants aujourd'hui partout sur le continent africain. C'est même devenu un métier pour certains.
Vous avez des générations en génération, des enfants du Niger, avec toutes les richesses qu'il y a au Niger, qui se retrouvent mendiants partout dans les rues. Des enfants maliens mendiants, des enfants camerounais, congolais, partout qui sont devenus des mendiants, sur leur propre continent africain. Voilà le sort qui nous attend. Voilà la malédiction que nous subissons parce que nous n'avons pas le courage de nous lever pour nous battre pour les générations futures. Ceux de maintenant, comme les Paul Biya, ils ne pensent qu'à une seule chose, manger, manger et rien que manger. Boire des pétrus. Un champagne à 3 millions de francs, ça peut construire un forage. Mais ils s'en foutent, ils boivent ça en quelques secondes. S'ils boivent ça en quelques secondes, ça veut dire voilà un forage entier qui vient de boire. Pétrus comme ça. Ils sont contents, ils dansent. Vous avez les Raoul Christophe Mbiya, vous avez les gens du PCRN, les Cabral, les jeunes comme ça, tous ces gens-là, les amants au col, et toutes ces racailles-là, ils étaient au palais l'autre jour en train de danser, en train de chanter. Voilà comment ça se passe, comment on humilie notre pays. Demain, les jeunes qui sont dessus, ils font le bentikin, on arrache. Ils veulent ouvrir les petits commerces, on arrache. Ils veulent vendre au bord de la rue, on les chasse. Un moment, ils en ont marre, ils prennent la route de l'aventure, ils meurent au désert. Ils meurent dans la mer. Voilà, pendant ce temps, vous avez des gens qui nous insultent. Paul Biya, président, rendez-vous dans 7 ans, rendez-vous 2032. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai ma vie aujourd'hui. J'ai ce qu'il faut pour moi. Mais vous voyez des gens au Cameroun qui n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi se loger, se scolariser, rien du tout. Ils ont 200, 300 de connexion, ils viennent se connecter, ils insultent les gens. Tu ne peux même pas laver mon chat. Bonjour Tekle Kemeni, ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. Content de te voir. Voilà comment ça se passe. Et les blancs derrière ça tirent toujours les ficelles, ils arrivent à s'en sortir. Voilà notre peuple qui n'apprend pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. La dernière fois, quand j'ai organisé une excursion pédagogique à Paris, j'étais avec quelques gens, y compris des membres, des pères de famille, d'autres des étudiants et tout. On est arrivé ici à la place de la Concorde. Et à la place de la Concorde, je leur montrais un hôtel qu'on appelle hôtel Le Carillon là. Les Occidentaux savent se moquer de nous. C'est nous qui n'apprenons pas de nos erreurs. Les Nigérians ont eu pratiquement presque 2 millions de morts entre 1967 et 1970. Le Nigeria a passé le temps à faire la guerre. Il y a eu une famine qui ne disait pas son nom au Nigeria. Il y a eu une guerre que les Occidentaux ont créée au Nigeria. Il y a la société qui exploite le pétrole qui s'appelle Shell, qui est anglais et néerlandais, qui exploite le pétrole. À côté, tu as Elf, qui va devenir Total plus tard. Elf qui est français. Il décide de se faire la guerre au Nigeria pour les positions et puis obtenir le maximum de puits de pétrole. Le président français, n'est-ce pas? La France va financer. Le réseau Focartien va financer et même orchestrer la division du Nigeria avec l'affaire du Biafra. On va prendre Emmanuel Ojukwu contre la volonté même des Biafrais. On va vouloir créer un État pour obtenir, n'est-ce pas, des positions, des rentes pétrolières. Total va se faire beaucoup d'argent, va financer la guerre. Et de l'autre côté, Shell va également financer cette guerre. Les deux vont s'entrechoquer au Nigeria. Le pays sera divisé pendant un bon moment. Il y aura une famine au Nigeria. En seulement l'espace de 3 ans, plus de 2 millions de morts. Des enfants rachitiques, affamés. Des têtes qu'on brûlait, qu'on explosait comme ça. À la fin, ils ont pris des positions, ils ont exploité leur pétrole, ils ont gagné beaucoup d'argent. Shell se fait beaucoup d'argent d'un côté. Et
Je ne suis pas disponible. Oh là là. Je vous dis d'attendre, d'attendre, d'attendre. Il est l'heure pour sortir, on attend. On ne vient pas tout le temps comme ça. Donc, Shell ne n'est-ce pas, va s'entendre finalement. Parce que les Occidentaux finissent par s'entendre dans les choses. C'est nous les dindons de la farce. C'est nous les idiots dans l'histoire. Les totaux dans l'histoire qui passent le temps à faire couler le sang de leurs enfants pour des étrangers. C'est nous dans l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé à la fin des années 70, en 1970, à la fin de la guerre? Shell et Total se sont rencontrés à Paris. Quand j'ai amené les gens, je leur ai montré, j'ai dit voilà l'hôtel Le Carillon. C'est ici qu'ils ont célébré, ils ont fait la fête. Ils ont cassé du champagne en plein cœur de Paris. L'hôtel Le Carillon est là quand vous allez à la place de la Concorde. C'est là où tous ces gens-là, De Gaulle et tous ces gens, et les gens des directeurs de Total, à l'époque, c'était le suivant. Il y avait eu Chalandon avant, Loïc Le Fleur-Prigent, je crois c'était après. Il y avait le directeur de Total de l'époque et celui de Shell. Ils ont fini par s'entendre. Ils ont célébré ça où? À Paris, hôtel Le Carillon. Pendant ce temps, qui est mort? Les Africains. La France coloniale qui avait financé Emmanuel Ojoko, qui avait déclenché la sécession du Biafra. Emmanuel Ojoko s'est retrouvé où? Jusqu'à sa mort. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Gardé par qui? Félix Houphouët-Boigny. Et les armes transitaient par où? Ça transitait par le Gabon. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il s'est retrouvé ensuite où? Il s'est retrouvé en Angleterre. Jusqu'à sa mort en Angleterre, il était tranquille. Ojoko. Qui a financé? Qui a vendu les armes? Qui a gagné le pétrole? Est-ce que vous savez que tous ces pays-là ont réorienté leur investissement? Est-ce que vous savez par exemple un pays comme la France, qui a au moins une trentaine de pays, une vingtaine de pays africains colonisés, qui utilisent le franc CFA et tout ce que vous connaissez. Est-ce que vous savez que la France investit plus au Nigeria? La France investit plus au Kenya. La France s'est tournée vers l'Afrique anglophone. Mais elle exploite abusivement dans les pays francophones, mais réinvestit son argent ailleurs. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'un des meilleurs pays qui investit le plus en Afrique, c'est l'Italie? L'Italie n'a pourtant pas de colonie africaine. L'Italie n'a pas le franc CFA. L'Italie investit en Afrique. Beaucoup. Dans l'agro-industrie notamment. En Égypte, en Mozambique, au Mozambique, un peu partout sur le continent africain. Mieux que les États-Unis, mieux que plusieurs pays. L'Italie qui est là, qui semble être un pays pauvre. Quand on va regarder des investissements sur le territoire africain. Mais ceux qui puisent quotidiennement, ils partent réinvestir en Afrique anglophone. Vous comprenez ça? Les qui sont finalement morts, ce sont nos propres enfants. Comme Biya est en train de sacrifier nos enfants. Pour le compte des Occidentaux. Demain, il va se retrouver en résidence surveillée quelque part ou à la CPI ou je ne sais où. Et tous les gens qui étaient autour de lui vont se retrouver en prison. D'autres seront killants. Les plus chanceux se retrouveront en exil. Et même ici, nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer. Il y a des gens là que je guette. Si je sais là où ils habitent, dans le Mbensi. Ça ne va pas être facile pour eux. Ce que vous avez fait au Camerounais. Les Chantal Dia. Tout ce que vous faites là, vous allez le payer. Très cher. Très très cher. Alors, nous sommes concentrés. Bonjour Alain Ngwana. Nous sommes concentrés. Le président Tiroma est en train de travailler. Le régime en place sera renversé.
tenez-le pour dit, le régime en place va tomber. Le régime en place va tomber. Ce n'est pas là le problème. Oh, c'est Biya qui travaille pour la France ou Issa travaille pour la France. Le Cameroun ne va pas se couper du reste du monde. Le Cameroun ne va pas se couper de la France. Comme aucun pays là ne s'est coupé de la France. La France est un pays important dans le monde entier. Donc il ne faut pas qu'on vous laisse croire que le prochain président viendra rompre tous les contrats avec la France. Le monde ne marche pas comme vous pensez. Le monde ne marche pas comme vous pensez. Issa Tiroma, président, aura des relations avec la France. Maurice Kamto, président, aura des relations avec la France. C'est pour ça que beaucoup ne comprenaient pas. Que je bloque un peu les sardinats. Il ne faut pas qu'on tombe naïvement dans ce discours qui veut que non, la France c'est le diable, le Cameroun, Paul Biya c'est non, c'est Dieu, c'est l'enfant de Dieu, c'est le Jésus, non. En diplomatie, les choses ne fonctionnent pas comme le bas peuple pense. La Russie est en guerre avec l'Ukraine. Les deux continuent leurs échanges commerciaux. Ils sont pourtant en guerre. Le pétrole transite encore d'un pays à l'autre, alors qu'ils sont en guerre. Allez lire. Ils sont pourtant en guerre, ça fonctionne. Le Mali, le Niger, l'AES et tout, ils traitent toujours avec la France. L'AES utilise toujours le franc CFA. Ils payent ça comment? Donc depuis que l'AES est là, ils ne perçoivent pas le franc CFA. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a la monnaie est devenue rare au Mali, au Niger ou au Burkina? Le pays fonctionne. Ils ne sont pas obligés de venir sur le perron de l'Élysée ici montrer qu'il y a une bonne relation entre l'AES et la France. Entre-temps, les contrats sont là. Les multinationales françaises fonctionnent toujours dans ces trois pays. Le monde ne s'est pas arrêté. Donc, vouloir montrer aux gens que non, Issa Tiroma aussi, c'est celui qui va venir vendre la France, ça ne fonctionne pas comme ça. La France est un pays central dans le monde. Vous montez, vous descendez, on ne se passe pas facilement de la France. Ça ne veut pas dire qu'on va construire une Afrique en intégrant la France avec des contrats léoniens comme ce qu'on observe en ce moment. Non. Il faut des partenariats gagnant-gagnant. C'est comme ça que le monde fonctionne. Même au Japon, il y a des Américains qui occupent des terres. Ils ont des bases militaires au Japon. Le Japon est pourtant un pays très riche et très développé. Le Cameroun vaut la Pologne. Il y a des bases américaines, des bases partout en Pologne. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a fermé l'ambassade de France, je ne sais pas dans quel pays, au Mali ou au Burkina, que du jour au lendemain, non, on est devenu libre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On peut fermer l'ambassade, on peut même brûler, on vous fait croire, ça c'est ce que vous voyez. Derrière le franc CFA, puisque ce n'est pas le Mali qui fabrique, ni le Niger, ni le Burkina. Le franc CFA se fabrique ici à Chamalières. Donc la même France la fabrique ça. Ils envoient ça au Burkina, on utilise. Ils envoient au Mali, ils envoient au Niger. L'objectif n'est pas de couper le pont avec la France. Pour l'instant, on n'a pas encore les moyens de dire qu'on se coupe définitivement de la France. Il faut aller par paliers successifs. Envoyer ses enfants se former partout dans le monde. Ramener des compétences et monter progressivement. Le jour où on va dire on se sépare définitivement, maintenir, le plus important, je vais dire, c'est de maintenir les relations, les partenariats gagnant-gagnant. C'est très simple. Dis tout simplement que nous ne voulons plus de ce genre de contrat chez nous. Alors, maintenant, Total, tu arrives en Afrique, tu payes tes impôts. Il n'y a pas que Total, on diversifie les partenariats. C'est-à-dire qu'une autre entreprise qui exploite le pétrole, qui est chinoise, turque, je ne sais pas, ça peut être même sud-africaine,
Ça peut être même congolaise. Nous aussi, on peut créer nos multinationales. Hein. Il y a un peu partout. L'Arabie Saoudite exploite son propre pétrole et toutes ces choses-là. On essaie de mettre ça ensemble en se disant, bon voilà, on donne la possibilité à toutes ces entreprises-là de créer, d'ouvrir. On ouvre le marché à tout le monde. Ça ne doit pas être un marché fermé prioritairement à la France ou à l'Angleterre ou aux États-Unis. Non, non. On diversifie les partenariats et on essaye de tirer le meilleur de tous ces partenariats pour développer. On lui dit, ok, si tu prends dans tel contrat, tu nous donnes des routes, tu nous donnes des hôpitaux, des écoles, tu nous donnes des centres de formation, tu donnes ci, tu donnes ça, tu donnes. Et on envoie les gens sur le terrain qui vont contrôler que ces travaux-là sont effectifs. On envoie des gens sur le terrain faire le travail. Vous allez me former tel nombre d'ingénieurs. Ok, prenez la bauxite qui est à Tchang. Ce n'est pas là le problème. Puisque la vérité, c'est que ces bauxites-là ne nous servent à rien. Les Africains sont juste là pour bavarder pour rien. Aucun pays ne se développait dans le monde parce qu'il avait des matières premières. Les matières premières, là, il faut les transformer. Et pour les transformer, il faut avoir de la technologie. Et la technologie, nous ne l'avons pas. Nous avons les matières premières. Eux, ils ont la technologie. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire avec eux des partenariats. Ok, prends la bauxite. Puisque la bauxite est là depuis 1000 ans au Cameroun. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Les gens ne savent même pas à quoi ça sert. Quand on parle du pétrole, le pétrole, ça sortait partout au Nigeria, même à Bakassi aujourd'hui. Le pétrole sort du sol comme ça, le pétrole brut là, ça sort du sol, ça noie des espaces partout. Les gens ne savent même pas ce que c'est. On traverse dessus tous les jours. Il a fallu que le blanc vienne nous dire que ça c'est du pétrole. Ça peut servir à tel. Et on voit les Africains gronder comme si c'était une affaire de... Non. Nous avons le pétrole, d'accord. Nous avons ce pétrole, ok, prenez-le. Nous allons compter le nombre de barils qu'on va exploiter tous les jours. Donc, nous allons avoir nos yeux et nos oreilles partout pour savoir ce qui sort de notre sous-sol, puisque ce sont nos richesses. Mais vous avez la nouvelle technologie. Mais entre-temps, pendant qu'on est en train d'exploiter, on impose dans le contrat qu'on forme aussi des Camerounais qui auront les yeux et les oreilles, n'est-ce pas, pour vérifier tout ça. Il ne faut pas faire comme ce qu'on a fait à Pascal Lissouba, ce qu'on a fait au Congo, Congo-Brazzaville, où quelqu'un est, on dit que tu es président, Sassou Nguesso et Lissouba, d'ailleurs les deux l'ont fait. Tu es président, on te dit voilà le contrat, mais tu ne sais pas combien de barils de pétrole quittent le Congo tous les jours pour aller à Pointe-Noire et sortir du port de Pointe-Noire pour l'Occident. On te dit tout simplement que voilà ce qui est sorti, on note. Quelle honte en 2000, combien? C'était en 97, la guerre qu'il y a eu entre Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a redonné les contrats aux Occidentaux. Il a dit, je reprends mon pouvoir. Pascal Lissouba a été chassé. Voilà comment ça s'est terminé. On livre nos enfants, on fait des guerres, notre sang coule, on redonne tout aux Occidentaux pour rester au pouvoir. Que les Arabes viennent prendre. On va se retrouver un jour sur le continent africain, on n'aura plus rien. Ils vont tout prendre. Voilà la Mauritanie. Ils ont pris déjà. Pendant ce temps, on se fait la guerre. Ils ont pris la Mauritanie. 95% de la population est noire. Les 5% de descendants qui sont des Hassani, ils sont financés par le Qatar, financés par l'Arabie Saoudite et tous ces États wahhabites là pour occuper les terres sur le continent africain. C'est-à-dire que vous allez à la Mauritanie, vous allez voir des Noirs mauritaniens, ils sont juste présents sur le territoire. Ils n'ont pas de titres fonciers. Leurs villages entiers sont en train d'être rasés. On installe des mosquées, on installe des centres culturels arabes, on efface leur langue, on impose l'arabe, et puis les noms même des villages sont changés pour mettre des noms arabes. Voilà ce qu'on est en train de faire à notre peuple. Vous avez la minorité, vous avez les peuples qu'on appelle les Haratines, qui sont encore esclaves en Mauritanie. On est en 2025. Celui que vous avez vu, il a pris le ballon d'or en France, là. Le ballon d'or, là. Dembélé, là. Dembélé, son côté malien. Il a son côté mauritanien. Il est Haratine. Il est allé en Coupe du Monde 2018. Ils sont sortis champions du monde. Il a pris tous les primes de ces 300 000 € de primes de la Coupe du Monde.
Plus de 200 millions de francs CFA. Il a fait ça comme don dans son village en Mauritanie pour construire une mosquée. Les Africains, c'est terrible. Il dit ce peuple va disparaître. Les Noirs vont disparaître de la planète Terre. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il y a comme, avec tout ce qu'il y a comme pauvreté, pas d'école, pas de route, pas de dispense, pas rien dans un pays comme la Mauritanie. Le seul beau projet, c'était de construire une grande mosquée pour le village. Tu construis une mosquée à côté, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Les populations souffrent. Mais on dit qu'on a fait l'œuvre de Dieu. Voilà l'Africain. Nous allons disparaître. Nous ne sommes pas utiles à la planète Terre. Nous allons disparaître. Si ça continue comme ça. Il dit bien, vous allez en Mauritanie, le seul moment où vous allez voir le peuple noir être représenté, c'est l'équipe de football. Où vous allez voir les nègres en train de courir partout derrière un ballon. Mauritanie, directeur des banques, les douaniers, les ministres, les ambassadeurs, partout, c'est des Arabes. Ils ont décidé que la Mauritanie ne fasse plus partie de l'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie faisait partie de l'Afrique de l'Ouest. Ils étaient dans la CEDEAO. Comprenez bien le plan. La Mauritanie est devenue aujourd'hui un pays de l'Union du Maghreb arabe. Imaginez, l'Union du Maghreb arabe. Depuis quand le Maghreb est arabe? C'est comme... Donc, il y a les Soninké, il y a les Alpula, il y a les Bambara, il y a tous ces ethnies-là réunis en Mauritanie. Ils ont nettoyé des villages, chassé les autres qui sont allés vers le Sénégal. Ils ont occupé les terres. L'Arabie Saoudite finance. Le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, là, tous ces pays-là financent. Aujourd'hui, vous avez un pays qui s'appelle le Seychelles, une île qu'on appelle le Seychelles. Ils ont pris toutes les terres aux Seychelles. Les Seychellois n'ont plus de terre. Ils sont obligés maintenant d'aller chercher les espaces sur l'eau pour essayer de construire des petits tentes et vivre dessus. L'Arabie Saoudite a tout acheté pour leur safari de luxe. Ils viennent là-bas, ils se mettent comme ça, ils ont des faucons, des trucs là, ils ont les armes, les pistolets là, ils tirent dessus, ils sont contents. Ils ont pris les terres même là-bas. L'Égypte, forget about. Mali, l'Égypte, Tunisie, tous ces pays-là. Et si vous allez là-bas dans les pays du Maghreb, vous observez quelque chose qui vous frappe tout de suite. Vous arrivez au Maroc, vous avez au nord les populations plus claires de peau, arabes, métissés, tout ce que vous voulez. Quand vous allez dans le plein sud, c'est que des nègres. Que des nègres. Ils vivent là-bas sauf qu'ils n'ont pas de titre foncier. Les terres ne leur appartiennent pas. Ils vivent là-bas comme des pestiférés sur leur propre terre. Allez dans le sud de l'Égypte. Allez dans le sud de la Libye. Vous allez voir des Tchadiens qui font des va-et-vient entre eux. Il n'y a même pas de frontière en réalité. Tchad et Libye, le sud. Tous c'est des nègres. Allez voir le sud de la Tunisie. Allez voir le sud de l'Algérie. Des nègres, ils sont partout. Des pestiférés. Ils sont clochardisés par le système. Les Africains ont décidé de vivre en marge de la société. On est en 2025. Le live est restreint. Pardon, j'ai encore dit quoi ici? Mais de l'eau, les gens ici là. Oui, en Algérie, les Mbouzou là, les Mbouzou. Regardez partout dans le monde. Regardez en Inde les Afro-Indiens. Regardez notre situation. En Inde, il y a quelqu'un là qui parle. Brice Gaël parle de l'Inde. Allez regarder quand vous arrivez en Inde, vous regardez les Noirs indiens qui sont d'origine africaine. Ils sont même là jusqu'en Iran, les Afro-Iraniens. Les Afro-Palestiniens. Donc pendant qu'on est en train de dire qu'on est en train de killer les gens là-bas en Palestine et autres, il y a nos frères là-bas, Afro-Palestiniens, descendants d'Africains qui vivent depuis des siècles et des siècles en Palestine. Ils sont encerclés dans une zone là avec près de 13 000 personnes, 13 à 14 000 personnes. Des Noirs palestiniens, ils sont enchaînés, encerclés dans un endroit qui s'appelle région des Nègres. Comment ça s'appelle la zone là? J'ai oublié comment ça s'appelle.
Ou c'est... Ils ont un mot là. Le nom de la ville là va me revenir en Palestine. Mais vous voyez, nous ici, dès qu'on tire sur Palestine, oh, tous les jours on est dans les rues. Free Palestine, Free Palestine. Est-ce que vous avez demandé un seul jour à savoir quelle est la situation des Afro, des Noirs en Palestine? Vous vous sentez concerné par ce qui arrive aux Palestiniens. Parce qu'on a tiré sur eux. Vous vous en foutez de vos morts au Congo, au Cameroun, au Sénégal, au Tchad, en Zambie, partout. Sur votre propre continent africain. Je vois les autres parler de nouveau maire, Ramdan, ou c'est Ramzani, quoi là. Le nouveau maire de New York. Oh, c'est un fils d'Afrique. Digne fils d'Afrique. Il est né en Ouganda. La naïveté de ce peuple. Ça me choque tous les jours. Il est maire de New York. On a dit aux gens comment c'est un fils d'Afrique parce qu'il est né, il a grandi en Ouganda. Et il est parti de là quand il avait 7 ans. Mais dites-moi sérieusement. Quand vous voyez où c'est Ramzani là, il ressemble à un Africain. En quoi? Il a quoi d'un Africain? Qu'a-t-il d'un Africain? C'est incroyable. Le maire de New York est un Africain parce qu'il est né en Ouganda. Quand tu regardes sa famille indienne là, tu as vu seulement parmi eux là quelqu'un qui a du sang africain? Je rappelle que les Afro, les Indo-Pakistanais sont installés là-bas depuis plus d'un siècle. Il y a des Afro, les Indo-Pakistanais, ils sont installés au Kenya. D'ailleurs, ils font partie de la 44e tribu du Kenya. Ils sont là-bas quand ils avaient été ramenés, leurs ancêtres avaient été ramenés au Kenya pour construire le chemin de fer. Ils ont été ramenés comme des esclaves à l'époque pour construire les chemins de fer au Kenya. Pas des Anglais. Je rappelle que Indiens et Pakistanais, ils sont installés là-bas depuis au moins un siècle. Ils se marient entre eux. Ils ont leur auto-école entre eux. Ils ont leur restaurant entre eux. Ils font tout entre eux. Ils ne se mélangent pas aux populations locales. Montre-moi un couple, on va te dire que ça c'est un Indo-Pakistanais, ça c'est un Kenyan. Quand ils descendent dans les rues, le soir, ils partent chercher nos soeurs et tout. Ils prennent la crac, crac, boum, boum, après ça s'arrête là. Le lendemain, ils reprennent une autre. Ils ne font pas d'enfants avec. Ils ne construisent pas de famille avec. Après, on nous a sorti une histoire de Barack Obama. Oui, Barack Obama, c'est un digne fils d'Afrique. Il vient du Kenya. C'est lui qui a envoyé les bombes en Côte d'Ivoire. Il était président à l'époque. Le même là a envoyé les bombes détruisent la Libye. Il était pourtant africain d'origine. Son père est venu du Kenya. Ça ne l'a pas empêché de lâcher les bombes sur la Libye. Jusqu'à quand, notre peuple africain? Jusqu'à quand? Voilà les mêmes qui sont en train de faire les mêmes choses chez nous, au Soudan à l'heure actuelle. Ils ont divisé le pays en deux. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas se mélanger aux Noirs. Il y a donc ceux du Nord qui se font appeler les Arabes, du côté de Khartoum, la capitale. Ils ont passé leur temps à chosifier, à humilier les autres Noirs. N'oubliez pas, au Soudan, on parle Lingala. Pour ceux qui ne le savent pas. Au Soudan, on parle le Lingala là-bas. Donc, il y a des populations comme nous, comme ça, bantouides, là, les négroïdes bantous, là. Ils sont dans le sud du Soudan. Les populations du grand héros qu'on appelait John Garang, jusqu'à la division du pays. Ils ont divisé le pays, ils ont dit non, ils veulent prendre leur propre parti. Ils veulent prendre le sud du pays qui est chrétien. C'est le nord qui est musulman. Oui, 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 bien sûr, si ça t'étonne, c'est normal. Moi aussi, ça m'a étonné au début. On parle Lingala. On parle Lingala dans le sud du Soudan. Il y a des populations lingalophones là-bas. Comme tu parles même jusqu'en Zambie. En Zambie, ils parlent Lingala. Ils parlent le Lingala en Zambie. Ils ont même des populations qui sont sur toute la côte là, qui parlent la même langue. Les populations qu'on appelle les Chokwe. Ils sont en Zambie, ils sont au Congo, ils sont sur toute la côte. Jusqu'à vers le Zimbabwe, les Chokwe. Vous comprenez? Voilà la réalité du continent. Là, je sors du cas du Cameroun pour parler d'un cas un peu plus global. Nous sommes en train de rêver, nous sommes en train de dormir. Pendant ce temps, le continent est pillé, le continent est pris en otage.
Le nord du Mali, il n'y a pas de problème. Hein. C'est qu'il y a des populations un peu plus claires de peau berbère et autres qui estiment qu'ils ne sont pas maliens, ils sont arabes. Et que le pouvoir central de Bamako, avec des nègres, des noirs partout là, ils ne peuvent pas les diriger. En fait, ils ne peuvent pas être, eux, acceptés, être dirigés par des noirs. Voilà le seul problème. Ils ont décidé qu'ils vont diviser le Mali en deux. Ils vont prendre le nord, l'Azawad, ils vont créer leur pays. Dès que le pouvoir central de Bamako n'était pas d'accord, ils ont fait venir des rebelles, soi-disant des islamistes, et tout le reste, ils ont créé le désordre dans cette partie du pays. Et celui qui a financé ça à plusieurs reprises s'appelle comment? Il s'appelle Muammar Kadhafi. Kadhafi qui est considéré comme un héros pour beaucoup de naïfs africains musulmans. La Libye, un pays africain, Muammar Kadhafi va appeler ça la Jamaïra arabe libyenne. Depuis quand il y a des Arabes en Libye? Depuis quand il y a des Arabes en Libye? Oui, il y a le soutien aussi de l'Algérie, qui a contribué à déstabiliser le nord pour installer un État arabe, le nord du Mali. Et nous allons perdre, d'ailleurs même que c'est des parties du territoire qu'on a déjà perdu. L'État pouvoir central de Bamako ne contrôle pas le nord. C'est la même chose avec le Niger. Un tamashek qui s'appelle Mohamed Mbazoum. Mbazoum laisse les soldats entrer dans tout le grand nord du Niger, occuper tous les espaces. Il dit que non, on ne peut pas aller les attaquer parce que les rebelles sont plus armés, les djihadistes rebelles, quoi, ils sont plus armés que l'armée républicaine. Ils ont laissé la partie du nord qui est en train d'être occupée par les mêmes Arabes. Est-ce qu'on se comprend? Financé par qui? L'Arabie Saoudite, le Qatar et tout ça. Ils prennent leur argent du pétrole pour s'aimer le sang et la déstabilisation des autres pays africains, partout dans le monde. D'ailleurs que le pays voisin qui est le Yémen, ils ont écrasé le Yémen, l'Arabie Saoudite. Le nord du Mali, nord du Niger, toutes ces parties-là, le nord du Soudan, toutes ces parties-là. D'ailleurs, vous allez voir tous ces gens-là, il n'avait pas dit seulement aguerris, il avait dit plus armés. La vidéo est encore en ligne. Les gens, ils sont super armés, mieux armés. C'est sous nos yeux que ça se passe. Pendant ce temps, vous avez des femmes africaines sur TikTok qui dansent, qui balancent les fesses. Vous avez des hommes, c'est-à-dire que tu t'attends à voir des hommes africains capables de porter des vraies causes. Au moment où tu attends que les Africains se lèvent pour porter les causes de leur continent, qui est agressé de toutes parts par l'Occident, agressé par le monde arabo-musulman, agressé par des ennemis de l'intérieur. Au lieu de prendre position sur des sujets forts, sur des sujets puissants, sur des sujets qui sont des sujets même de l'avenir. Notre avenir en dépend des sujets qui sont centraux, importants. Non, tu ne les vois pas. Tu vois dans la communauté camerounaise, tu vois un homme tout costaud, grand de taille. On les appelle comment encore là? Ou c'est Jean-Louis Messan. Il met le Djansan. C'est-à-dire que je suis choqué. Les hommes, ils mettent le Djansan sur leur peau et tout. Ils mettent des trucs. Jusqu'à ils proposent même les gommages aux gens, les pommades et tout. On est en train de prendre tout le continent africain. Tu vas dans la communauté congolaise, il y a des hommes qui organisent des directs pour parler de quelle crème il faut mettre sur le corps. Après ça, il faut mettre des trucs pour éviter les gommades, les quoi là, les pommades, ils ont des trucs et tout. Tu vas sur le truc, tu es choqué. Tu vas dans la communauté camerounaise, tu es assis, il y a des gens comme les Ducamer qui parlent comme une demoiselle. Ducamer, il est assis. Il a 1000 personnes, 1000 idiots en train de l'écouter. Ducamer, une demoiselle, il est assis là dans des sujets de je vais faire ça Coco, Coco c'est Coco quoi là-bas, je vais écraser ton piment, je vais te montrer. Je reste comme ça, je dis ouais, l'Afrique. S'il ne laisse pas monter des gens sur son panel pour insulter Kamto ou insulter Tiroma, s'il ne laisse pas les gens monter sur son panel pour attaquer tous ceux qui veulent le changement, il utilise son panel pour faire son Congossa. Tu vois des hommes, ils montent sur les panels.
Ils nettoient les mains, ils montent sur les panels, ils disent comment le nouveau, là, ils parlent de crème, des hommes, ils parlent de la crème. L'Africain, qui vient prendre le continent, ils partent avec, qu'ils partent avec. Qu'ils viennent prendre l'Afrique, ils partent avec. Communauté camerounaise, tu vois des gens, ils viennent s'asseoir un peu là, ils prennent, ils s'asseyent là, ils font des petits trucs, là, ils organisent des directs, soi-disant et tout. Ils sont là et tout. Ils font dans des... Mais dès que tu parles des vrais sujets qu'on doit aborder sur le continent africain, on prend. Où est-ce qu'on prend le temps pour rigoler, pour parler des sujets périphériques? Où est-ce qu'on prend le temps pour aborder des sujets superficiels, du digesto festif, du ventre et du bas-ventre, pendant que le continent africain est agressé? Le Congo, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans bientôt. À l'est du Congo, tous les jours, on agresse. Tous les jours, on viole nos enfants, nos mamans sous nos yeux. Quand est-ce qu'on pense qu'on peut se lever, former nos propres enfants africains, leur donner des armes, dire que bon, on doit être prêt à mourir pour le continent, qu'on libère l'Est du Congo? C'est sous nos yeux qu'il y a guerre au Cameroun depuis 8 ans. Nos frères anglophones, massacrés par Paul Biya. Ils essayent de s'enfuir pour aller dans les zones francophones. Ils sont traités là-bas comme des pestiférés alors qu'ils sont dans leur propre pays. Ceux qui ont fui, qui sont allés du côté du Nigeria, sont mieux traités au Nigeria que ceux qui ont fui les zones anglophones camerounaises pour se retrouver dans les zones francophones. Il y a une mère qui est d'ailleurs l'autre jour. Une maman anglophone, elle a pris une balle dans le dos. Ouais, Cameroun, mon pays, mon continent africain. J'ai mal. Elle fuit les zones anglophones où elle a perdu les membres de sa famille. Elle a perdu certains de ses enfants. Elle vient se réfugier à Douala. Elle prépare le petit héros. Elle essaie de vendre partout au quartier pour nourrir ses enfants et les scolariser. Même les enfants là encore sont devenus aujourd'hui orphelins. L'autre jour, dans le désordre qu'il y a eu là, elle a pris une balle dans le dos. Elle a pris une balle dans le dos. Elle en est morte. Vous avez des Camerounais qui sont sur la toile pour dire que c'est normal. Paul Biya, il faut leur faire ça dur. Bertie le Kamit et tous ses amis de l'Europe, tous ces gens-là, les humains, tous ces gens, 7 ans encore en exil. Manque d'humanité. Parfois, j'ai envie d'abandonner. Je dis, c'est trop. Je laisse tomber. Mais quand je pense à ces enfants, ces innocents qui n'ont rien demandé, quand tu penses à ta grand-mère qui est au quartier, qui ne sait lire ni écrire, qui ne comprend même pas de ce qui se passe, si ce n'est pas toi qui explique, si ce n'est pas toi qui prends les devants pour lutter pour protéger ces enfants, protéger ces retraités qui n'ont pas de pension, protéger nos familles, qui va le faire à ta place? Toi qui sais au moins se lire, toi qui sais au moins s'écrire. Si on ne peut pas prendre les devants pour les défendre, qui va le faire? L'Afrique est agressée de toutes parts. On voit un père de famille qui sort 500 francs pour tromper une petite fille de 13 ans, 14 ans qui sort du nozo. Elle fuit la guerre, elle se retrouve à Douala, elle n'a pas de quoi manger. Toi, tu n'as pas honte, un père de ton âge. Tu sors 500 francs pour la tromper, la mener dans un couloir, monter sur elle. Elle est en position de fragilité. Elle est une gamine. Elle sort d'une zone où il y a eu la guerre. Sûrement, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère. Elle a peut-être perdu ses soeurs. Elle se retrouve à Douala, dans son propre pays. Elle se fait viol. Elle se fait manipuler dans des rues par des adultes qui viennent payer 500, qui la tirent dans un couloir. Mon Dieu, qu'est-ce que ces gens ont encore? Est-ce que ces gens ont encore un cœur? Si on fait ça à ta fille, si on fait ça à ta petite soeur, est-ce que ces gens se posent des questions? Mon Dieu, j'ai mal. J'ai mal. J'espère qu'un jour ça changera. Et c'est pour ça qu'on se bat. J'espère que ça changera un jour. Parce que c'est très grave ce qui arrive sur notre continent. Et on regarde faire. Les gens regardent. Les gens ne disent rien. À quel point c'est grave. À quel point c'est grave.
Et tout ça est accéléré. Tout ça est accentué par quoi? Des gens qui ont décidé, tout simplement, de s'accrocher au pouvoir. On ne s'accroche pas pour arranger, mais on s'accroche pour détruire. La situation est... Mais quand je regarde ça, je me pose des questions, mon Dieu. Je me pose des questions. Vous qui pensez être à l'abri, comme on voit les, je ne sais plus, les patriotes, les, je ne sais plus, c'est les Amer ou c'est encore les qui là, qui organisent des panels pendant des jours et des jours pour dire aux gens que non, les gens se plaignent pour rien. Le pays est beau. Je parle surtout des gens qui vivent ici. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes directs. Mon souhait, c'est que ces gens-là aillent au Cameroun un jour. Sur l'axe Douala-Yaoundé, ça s'arrête là. Soit un jour sur l'axe Douala-Bafoussam, je ne sais pas quoi, ou Douala, je ne sais pas où. Qu'une jambe soit même arrachée. Qu'ils reviennent ici en diaspora. S'asseoir, voir ce que les gens vivent. Comme vous trouvez que Biya a construit le pays. Vous trouvez que tout est beau. Excusez-moi. Ça va? Ça va et toi? Tu veux déjà nettoyer? Ouais, on va nettoyer. Dans combien de minutes? Tout de suite là. C'est pas là, c'est là. Tu es occupé? Et toi, tu es gâté avec le canard des C'est matin. important ça. Et puis, non, là. Ça va sinon? Haïti chérie. Oui. C'est une femme là. J'adore ce Même pays. si m'a quitté. J'espère que je vais aller là-bas. Dans une forme retourner dans le pied. Haïti, chérie. Voilà, j'espère que je vais aller là-bas. Quand c'est calme. Oui. Comme ça, je connais. Ah ok, oui. Là c'est sûr que je veux boire. Je connais le barbancou là. Ah, mais les babangous là, il y en a partout. Le barbancou et tout le reste. Donne-moi les poubelles. C'est juste là. Tu veux pas qu'on nettoie, toi? Haïti chérie. Ça c'est la fierté de l'Afrique ça, Haïti. La fierté des quoi? Fierté du peuple noir. Ah, Haïti, c'est pareil que l'Éthiopie, ça c'est notre fierté ça. toi, t'aimes bien Haïti, Les toi? enfants. Ah mais attends, Haïti c'est quelque chose de spécial. Les enfants de Toussaint l'ouverture. Ouais, Ah quand même. c'est vrai. Haïti, c'est le symbole de notre Et fierté. lui, il fait pour moi. Un Africain qui n'aime pas Haïti, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il a un sérieux problème. En temps normal, les dirigeants africains devraient envoyer des soldats pour sauver Haïti. En temps normal, parce qu'Haïti, c'est notre fierté. C'est le symbole de la victoire, de la résilience du peuple africain. Haïti n'a jamais lâché, malgré les attaques. Haïti, c'est ce roseau-là qui plie, mais qui ne rompt jamais. Fierté de notre peuple. Voilà un cas. On devrait pouvoir envoyer des soldats africains aller sauver Haïti. Voilà nos enfants haïtiens. Tu parles à qui, toi? Là, je suis en train de parler à mes abonnés. Mais je te parle en même temps. Je savais pas si tu étais sur TikTok. Oui. Je te parle en même temps et je parle à mes Tu me laisses arriver comme ça sur le... Non, tu n'es pas dedans du tout. Ok, Ah non, le truc c'est sur moi tout simplement, c'est pas sur toi. d'accord. Il n'y a personne qui te voit, t'inquiète pas. J'espère bien. En plus là j'ai fini là. J'étais juste en train de terminer, je parlais. Et du coup quand je t'ai vu, je dis, tu vois, le symbole, la fierté de notre peuple. Envoie-moi de mon ami. La fierté du peuple africain. Ouais. Haïti chérie. Haïti chérie. On devrait le faire. Vous savez, la vie. Si on part de Dakar au Sénégal pour aller à Haïti, c'est 4 heures de vol.
de Port-au-Prince à Dakar. Si on part de Yaoundé là, pour Haïti, c'est à peine 5-6 heures de vol. En temps normal. Vol direct. Vous comprenez? Mais on a fait croire. Salam alaikum. Ça va, Kouya? Ça va tranquille? Voilà. Donc j'ai terminé. J'ai ma relève qui est arrivée. Bonjour. Très bien. Haïti chérie. Oh, j'ai que des Haïtiens ici. Haïti, qu'est-ce qu'ils sont formidables. Ah, ce matin-là, il n'y a que toute l'équipe d'Haïti qui est là ce matin. Ah, t'as tout Il n'y a ça? que toute l'équipe d'Haïti qui est là ce matin. Attends, tu fais quoi là? Non, moi j'ai fini. T'es avocat? Moi j'ai fini, moi. Eh? Tu veux passer Non, pour le truc? c'est Ça bon, finit? t'amènes là-bas. Ouais, vous voulez juste faire là. Oui, oui. Ok. Non, il faut la poubelle. Let's go. Mais mes amis, je vous adore. Tu fais des vidéos. Bonne journée à tous et à toutes. C'est un Voilà. star, lui. C'est un star. Non. Il fait des vidéos, là, Pas il fait du tout. TikTok.